Vous ne savez peut-être pas de qui il s'agit exactement, mais vous connaissez ses œuvres, à commencer par celle qui a bercé beaucoup de monde le matin dans la deuxième mi-temps des années 90, à savoir les Minicums. Arnold Boiseau est un des papas de cette émission culte et il était évidemment impensable de ne pas revenir dessus pour savoir comment s'est goupillé l'opus structurant pour l'enfance de nombreux d'entre nous. Mais Arnold Boiseau n'a pas fait que les Minicums, et son CV introductif est même plutôt impressionnant, puisqu'il a été pour Canal+, auteur pour les nuls et co-créateur des Guignols de l'info. Rien que ça. On en parle dans la première partie du 17ème, qui sont ces gens. Oui. Je faisais partie de l'équipe des nuls au départ. C'est un de mes copains à l'époque, donc dans les débuts des années 80, qui s'appelle toujours Jacques Delaporte, qui était le chanteur et pianiste du grand orchestre du Splendide. C'est la salsa du démon que tout le monde connaît, Macao, tout ça. Bon, c'est lui et c'était un bon copain. Il avait été pressenti pour travailler avant que les nuls existent pour une émission qui s'appelait Objectif Nul. Et Jacques qui avait le don des chutes, des idées super drôles. Mais il m'a proposé de travailler avec lui parce que la construction, il fallait écrire des sketchs, des histoires, des choses comme ça. Et ça, il savait pas trop faire des chansons et sinon un délire de drôlerie. Voilà. Donc on a atterri tous les deux à Canal. C'était en 86, 85 par là. Pour travailler sur Objectif Nul, où il y avait Chabat, Bruno, Carrette, Chantal Lobby, deux autres acteurs, et Farougia qui était stagiaire, qui portait des cafés en gros. Et qui travaillait, je crois... il était assistant. Machin. Et donc on a travaillé avec les futurs nuls, à l'écriture des sketchs et aussi à jouer dans certaines petites séquences intermédiaires, des petits gags, des choses comme ça. Et puis l'année d'après, quand c'est une émission qui a très bien marché, Objectif Nul, quand Nulle part ailleurs a été créé, en 88, donc, 87-88, Chabat m'a demandé si je voulais faire partie de l'équipe, la future équipe des nuls, donc. Où Farougia était intégré. C'était quoi? C'était en tant qu'auteur ou en tant qu'auteur, oui, en tant qu'auteur. Parce que ça collait, ce que je faisais collait bien. C'est le prolongement de ce que j'avais fait pendant 15 ans au Café de la Gare avec Romain Bouteille, Patrick Devers, tout ça, comme c'était quelque chose d'exceptionnel. Et les nuls, c'était aussi exceptionnel pour l'époque. Donc ce que je faisais correspondait à leur humour, et ce qu'ils faisaient correspondait à ce que j'adorais voir et faire, quoi. Bref, j'ai arrêté le Café de la Gare à ce moment-là pour travailler avec les nuls pour Nulle part ailleurs la première année, faire les JTN, les rubriques, tout le bazar qu'il y avait à l'époque, et où ça a été un grand bonheur de participer à ça directement et quotidiennement, quoi. Alors avant juste de revenir sur cette partie sur Nulle part ailleurs, qu'est-ce qui a été à la base de Objectif Nul? Il y avait une ligne de conduite, il y avait un projet global avant de caster Alain Chabat, Chantal Lobby, etc. Ou est-ce que c'était vraiment un projet taillé pour eux dès le début? C'est taillé les nuls, donc non pas Objectif Nul, mais les nuls, dont Nulle part ailleurs, avec Gildas et tout ça, c'était vraiment pour eux, quoi. Pour eux, en fonction de du potentiel qu'ils avaient et du charisme qu'ils avaient dégagé sur Objectif Nul, les De Greff, Lescure et Gildas qui produisaient l'émission Nulle part ailleurs, qui était la première année de Nulle part ailleurs, ont demandé à Chabat, Lobby et Carrette de créer un groupe voilà, pour faire des rubriques, faire un faux JT, etc. Quoi. Mais c'était vraiment... Ils se connaissaient avant Objectif Nul ou pas du tout? Non, pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a Alain, il était depuis le début à Canal, où il a commencé par présenter la météo de sa manière. Et Chantal Lobby et Bruno Carrette s'étaient rencontrés sur France 3 Côte d'Azur, où ils étaient là. Ils avaient une émission ensemble qui s'appelait Bzz, je crois. Bzz. Ouais. Et ils avaient été repérés, ils avaient été montrés des cassettes, je sais plus à quelle occasion, je crois que c'est au Festival de Cannes peut-être, ou un truc comme ça, à Alain de Greff, au culot. Et
Et De Greff leur a pris la cassette, l'a regardé, parce qu'il regardait des cassettes, c'était un des rares. Il leur a passé un coup de fil pour dire, vous voulez monter à Paris, on a un truc pour vous. Et ils n'y ont pas cru au départ, et il a été obligé d'insister en disant, mais attendez, parce qu'il les voyait sur un autre stand en train de proposer leur cassette, et De Greff leur a dit, mais je viens de vous dire qu'on vous embauchait, ce que vous avez fait. Et il n'avait pas cru, et finalement, oui, donc ils ont formé l'équipe pour Objectif Nul, à l'époque, avec Alain Chabat et d'autres... Donc c'est une émission qui a été créée un peu comme un boys band, où des talents, si j'ai bien compris, ont été repérés. Oui, pour Centre qui était déjà dans Canal, Alain Chabat. Et sur une idée de l'Objectif Nul, donc un vaisseau spatial ridicule, etc., avec vraiment des trucs très très drôles à cette occasion. Et une fois que c'était très court comme émission. Enfin, très court dans le temps, ça a duré, je crois, 7-8 mois maximum. Une saison À peine, ça a cartonné. Et pour la rentrée suivante, fin août 88, je crois, ça a été le Nulle part ailleurs, l'émission construite, machin, et donc avec le JTN à 8h moins quelque chose, et des rubriques nulles, des fausses pubs pour... Ok, donc 88, Nulle part ailleurs avec les nuls, et alors là, comment ça se passe ? Super bien, il s'agissait de d'écrire des brèves pour le JTN, d'écrire des rubriques nulles, c'est-à-dire des sketchs sur n'importe quoi et qui pouvaient nous passer par la tête et qui étaient à condition que ça soit drôle et décalé selon les critères de l'époque, quoi. C'était vraiment un gros changement d'humour en télé, quoi. Et donc on travaillait en écriture avec Alexandre Pell et Moustique, qui continue d'ailleurs à faire ses Groland sur Canal. On écrivait le matin en épluchant les journaux, et puis après on voyait ça avec Chabat principalement. Et puis on rajoutait des conneries. Ça se passait quand même assez bien, vraiment bien même. L'après-midi, il y avait répète et soir direct. Voilà. Et comme ça pendant un an non-stop. Qu'est-ce que vous avez écrit, par exemple, que nous on peut connaître ? Alors, je sais pas ce que Hassan CF. D'accord, ouais, le fameux C'est possible. Ouais, voilà. Avec le saucisson et tout. Donc ça, c'était vous ? Ouais. Plus dans les rubriques nulles, il y avait les rencontres du troisième âge. On avait ce qui était extraordinaire à cette époque-là, en télé, ce qu'on voit plus, ce qu'on va peut-être revoir, ce que j'espère, c'est qu'on avait une idée le mardi. Par exemple, les rencontres du troisième type, c'était une espèce de parodie, évidemment, des rencontres du troisième les rencontres du troisième âge, c'est les rencontres du troisième type, donc il fallait reconstituer la montagne du diable, pour ceux qui ont vu le film. Hein. La montagne du diable, la soucoupe volante qui descend, les boules dans le désert qui roulent avec le vent, la porte du vaisseau qui s'ouvre, et c'était un soldat de la guerre de 14 qui sortait au lieu d'un... Voilà. Mais tout ça était écrit donc le mardi dans la journée. Les accessoiristes et les décorateurs, l'ingé lumière, tout ça, le chef éclairagiste, ils avaient ça le mercredi. Et c'était prêt pour le direct, parce que c'était des rubriques en direct, pour le jeudi. C'est extraordinaire. Pour une parodie de la partie de cartes de Marius, de la pièce de théâtre du film, c'était avec des poissons, partie de carpe. Bon, c'était l'époque jeu de mots à l'époque. Hein. Je sais plus ça maintenant, mais bon. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec une espèce de chalutier sur le plateau, avec des poissons, les vrais poissons, avec des mouettes qui passaient, avec des seaux d'eau dans la gueule et des cirés jaunes. Enfin, donc ça c'est. Voilà, ça c'est de la télé qu'on fait plus. Ça se prépare, ça s'enregistre, ça. Là, c'était en live, quoi. Oui, ce qui veut dire qu'il y avait toute une logistique à réfléchir. C'était une émission quotidienne, c'était une participation quotidienne. Quotidienne, oui. Les enregistrements, c'était pour les
pour les fausses pubs, hein, principalement, et certains portraits d'invités qu'on faisait aussi. Et le reste, c'était live, ouais. On a fait une émission en odorama aussi, où il fallait gratter des pastilles. C'était en deal avec un journal de programme télé qui avait mis en encart, en page centrale, deux cartons avec des pastilles à gratter. Alors ça sentait le prout, ça sentait le je sais plus quoi, des différents parfums comme ça. Et dans l'émission, il y avait faut gratter tel. Ces émissions-là, enfin les nuls, ça fonctionnait à fond, quoi. À fond. Vous étiez combien d'auteurs à travailler avec eux? 3. Donc, il y avait vous, Moustique. Donc Moustique et Alexandre Pell, où chacun pris des chemins différents ensuite. Et donc en tout, avec les nuls, ça faisait 7. En gros, on était autour d'une table dans un bureau tous les 3 avec Moustique et Alex, et les nuls, ils étaient en tournage de fausses pubs qu'on avait déjà écrites ou en interview. C'est pour ça ça a duré qu'1 an, parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'est comme ça marchait très fort. C'était interview, c'était photo, c'était représentation, je sais pas où, enfin bon, bref. Et on écrivait, nous, nos conneries directement sur le journal pour aller plus vite. Comme ça, chacun à un bout de la table. Et quand on avait un doute sur une chute ou sur une idée, qu'est-ce que t'en penses généralement, ils disaient ouais, vas-y, parce qu'ils étaient en plein dans leur... Enfin, chacun faisait comme ça, quoi. Et puis on arrivait avec on se faisait une espèce d'auto-sélection avant de se retrouver avec les nuls, généralement à l'heure du déjeuner ou juste après, où on balançait nos conneries en essayant d'être drôle en les racontant. Et en gros, ça tombait naturellement. Ce qui était, on avait un avis commun à tous les 7, et ça tombait de soi-même, quoi. C'est-à-dire les meilleurs. C'est pas dur quand tout le monde se marre à une blague, elle est bonne, quoi. Ouais. Après, il faut qu'elle fasse rire les gens, mais bon, déjà qu'elle soit drôle entre nous, c'était le premier critère. Et puis celles qui étaient vraiment bonnes, mais on n'avait pas la place de les caser, on les gardait pour le lendemain. C'était toujours ça de moins à faire. Enfin, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y avait un côté qui était assez avant-gardiste dans les nuls en termes d'humour, comme vous l'avez dit, c'était un humour qui n'était pas vu à la télé avant. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti un peu trop avant-gardiste, où il y a une blague qui vous est marrée, vous tous, et vous sentiez que le public n'allait pas forcément suivre? Ah non. Ou est-ce que vous non, jamais, parce que on se pose même pas la question. Ou alors on prend des bides, ça se voit, mais il y avait du public, et à l'époque il n'y avait pas de gens payés pour applaudir ou pour rire, quoi. C'est drôle ou c'est pas drôle. Et derrière, il y avait sur le plateau, il y a quand même Gildas qui était capable de dire non, là c'est pas drôle, quoi. Ou la prochaine demain, essayer de faire mieux, parce que donc c'est comme au théâtre d'où je venais, là, du Café de la Gare, où c'était de la même manière totalement décalé par rapport à l'époque, et en théâtre est très original. C'était qui tout double, quoi. C'est-à-dire ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, tu fais pas la même chose le lendemain, tu changes, tu fais une autre blague. Moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Non. D'accord. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé pour eux et pour vous? Alors pour eux, ils étaient lessivés, parce que nous, on faisait que écrire, et on jouait le soir, de temps en temps en direct. On avait des sketchs en direct, où moi je faisais de temps en temps le portrait des invités, donc avec toute une mise en scène aussi. Ils avaient en plus, c'était les stars évidemment, donc ils se tapaient tous les tournages, ils se tapaient le JTN en place, plus faire les rubriques nuls en direct quand il y en avait avec eux, plus tout ce qu'on voit pas du showbiz, c'est-à-dire les rendez-vous, les machins, enfin les photos, etc. Donc au bout d'1 an, ils ont décidé, bon voilà, ça y est, on arrête ce travail-là, on va faire une émission trimestrielle d'1 heure. Il devait être, je crois, TVN, je sais plus combien. 595. Ouais. Je crois. Et en fait, d'émissions trimestrielles, je crois qu'ils ont dû en faire 2, un truc comme ça. Et puis, moi, pendant ce temps-là, comme ils avaient prévu d'arrêter, Chabat m'a demandé si je me sentais de
de les remplacer avec un projet que De Greff avait en tête et tout ça. Donc j'ai accepté, c'était les Guignols donc. Et pendant que se reposaient d'abord et préparaient leurs émissions, moi j'étais sur le chantier des arènes de l'info. Les arènes de l'info, oui. Alors comment ça s'est préparé ça, du coup ? Eh ben à l'arrache, comme à peu près tout ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai vu De Greff donc qui avait dans l'idée une émission de marionnettes comme il y avait en Angleterre à l'époque qui s'appelait les Spitting Image, c'est un portrait craché qui était complètement destroy, parce que là en Angleterre on a le droit d'attaquer la vie privée alors qu'en France non. Là c'était super drôle mais alors, super trash et hard. Donc je me suis mis moi de mon côté à essayer de trouver une idée parce qu'on devait embrayer direct derrière quand les nuls arrêtent fin juillet mettons, il y a 3 semaines, un mois de rediffusion, de choses comme ça, mais fin août ça reprend derrière avec une nouvelle émission et il fallait pas perdre, c'était l'émission phare de Canal+, les nuls. Dans Nulle part ailleurs, il y avait un pic d'audience énorme au moment du JDN, etc. Donc il fallait pas louper l'affaire. Et ce que j'ai proposé, donc, c'est de refaire ce qui est d'ailleurs toujours le cas maintenant, c'est-à-dire un journal avec des sketchs, des illustrations de sketchs. Et donc monter l'équipe d'écriture, faire des marionnettes, j'en avais jamais fait à part à l'école quand aux fêtes trimestrielles. Donc on a été avec Alain De Greff, on a été en Angleterre, voilà comment travailler les Spitting Image. Vous les avez rencontrés ? Oui. On a été à Londres, ils avaient un studio à Birmingham pour enregistrer les voix, et ils avaient un faisceau satellite pour relier les marionnettes avec les voix. Et donc on a pris j'ai observé à fond leur technique de travail, la façon dont ils écrivaient, le délai entre l'écriture et comment il fallait faire les manipulations, comment étaient configurés les studios pour le tournage. J'ai même fauché dans une poubelle un bout de mousse de latex, une espèce de mousse spéciale avec laquelle ils fabriquaient les marionnettes, parce que en France on a été au Bébé Show quand même. Hein. C'est-à-dire, c'était quoi la différence entre le Bébé Show, c'est des pauvres marionnettes en mousse, qui étaient juste faire ça, la bouche qui s'ouvre et c'est tout quoi. Et puis c'est manipulé par des bâtons, vraiment des trucs cheapos. Alors que en Angleterre, il y avait les marionnettes. C'est quand même il y a longtemps, hein. C'était avec une matière, une mousse mais améliorée, qui permettait d'avoir une texture proche de la peau, qui était teintée, avec des cheveux, avec les yeux qui bougent. Ça veut dire 2 manipulateurs par marionnette, ça veut dire des tiges, un qui prend un bras et l'autre et l'autre bras manipule la tête, et le second manipule l'autre bras et la bouche et les yeux, avec des tirettes, genre déclencheurs d'appareil photo, tout ça. C'est une ingénierie. Des paupières. Ensuite, on a fait un casting, après un casting d'auteur fait. Il a fallu qu'on organise un casting pour les marionnettes. Et on a proposé à plusieurs fabricants de marionnettes de proposer quelque chose. Il y avait les frères Di Rosa notamment, qui sont des stars dans l'art, dans la peinture notamment, la sculpture, enfin tout ça, et le fils de Jean Mineur, publicité, la machin, qui avait aussi un atelier de marionnettes, et Alain Duverne, qui a remporté l'affaire, qui était le fabricant de marionnettes du Bébé Show. D'accord. Et là, il a fallu qu'il se bouge un peu, parce que c'était pas du tout le même. C'était plus complexe. Oui. Donc, mais il était ravi de faire ça, parce que c'était. Puis, alors, là, c'est un boulevard pour lui. Voilà. C'est toujours lui maintenant qui fait... Oui, c'est toujours lui. Oui, c'est toujours lui. Enfin, en tout cas, qui dirige. Je sais pas, il doit faire encore les sculptures.
de sculpter les marionnettes d'abord avant qu'on fasse l'empreinte et tout ça. Hein. Mais oui, c'est toujours lui. Oui. Alors, en tant qu'auteur, comment ça s'est créé, les arènes de l'info, qui sont devenues après donc, les Guignols de l'info? Quelle était la démarche? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Ce que je voulais faire, c'est pas perdre les gens qu'on avait, les spectateurs qu'on avait attirés avec les nuls, c'est-à-dire garder un univers qui soit d'humour, qui soit semblable. Enfin, assimilé en tout cas, comparable, dans le même esprit, et puis trouver quelque chose d'un peu nouveau, parce que des marionnettes, ça n'a rien à voir avec des humains, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas d'impro, les voix sont enregistrées avant, la marionnette, elle suit les voix le mieux possible, et voilà, quoi. On avait un handicap énorme aussi pour garder cette... il fallait que ça soit en public aussi, toujours. Donc que ce soit drôle pour les gens qui soient présents. Au début, le handicap énorme, c'est qu'on travaillait en enregistré. C'est-à-dire qu'on écrivait, et le délai entre la fin d'écriture validée, que je disais, bon voilà, ça fait l'émission, il se passait 2 mois avant la diffusion. Ah ouais? 2 mois avant la diffusion. Avec le délai de répétition, d'enregistrement, de location de studio, de ceci, cela, le PAD, c'est-à-dire le prêt à diffuser, la cassette prête à diffuser, elle était diffusée 2 mois après, ce qui était catastrophique pour une émission qui est un peu sur l'actualité, qui est sur l'actualité. Donc on était obligé d'anticiper les événements. Et j'avais eu l'idée à l'époque, heureusement, à ce moment-là, de faire dans les émissions, de réserver des tiroirs de 15 secondes, mettons 10-15 secondes, qui permettaient on enregistrait toutes les, je sais plus, mettons tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, et donc d'avoir 3 semaines ou 15 jours avant la diffusion de l'émission, l'opportunité de tourner une petite séquence qu'on pouvait glisser dans le PAD, et donc on n'avait plus qu'une semaine de retard sur l'actualité réelle, quoi. D'accord. On trichait un peu comme ça. Au bout de à la fin de la première saison, je suis monté voir Alain de Greff, et je lui ai dit, c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on passe en direct. Alors en direct, donc il a fait comme il fait, ouais. Voilà, et on est passé en direct l'année d'après, et ça a tout changé, quoi. Le nom a changé automatiquement ou Non, ça s'est passé après, ça s'est passé quand je suis parti. Mais les Guignols, le nom Les Guignols, au début, ça nous paraissait... les Guignols, c'était très péjoratif. Traiter quelqu'un de guignol dans ces années-là, c'était limite une insulte. Bon. Donc, bref, hein. Mais... On se creusait la tête au tout début, avant que l'émission commence, dans le bureau d'Alain, avec je sais plus qui, on était une demi-douzaine, et il y a Lescure qui passe Pierre Lescure, qui était le directeur de Canal à l'époque, qui passe la tête par la porte. Qu'est-ce que vous faites? On essaie de trouver un titre pour l'émission des marionnettes, et il dit pourquoi vous appelez pas ça les Guignols? Et il repart en fermant la porte. Et nous, on est avec De Graff et les autres, on se dit, ouais, quand même, non, c'est peut-être... Bon. Bref, il avait raison, quoi, puisque 3 ans après, ça s'appelait comme ça, quoi. Et pourquoi les arènes de l'info? Eh ben, parce que... les arènes de l'info, parce que c'est... parce qu'on jette... dans mon idée, c'était... On jette l'info aux gens comme... pour leur faire avoir des sensations de peur, d'adrénaline, comme dans une fosse, comme au jeu du cirque, quoi. C'est un peu ça, c'est à qui aura l'information la plus sanguignolante, la plus terrorisante, la plus pathétique, la plus terrifiante, voire la plus glauque ou la plus scabreuse. Donc il y avait une espèce d'idée comme ça, quoi. Et dès le début, PPDA vous a paru être l'ambassadeur idéal pour... Oui. Alors à l'époque, les 2 vedettes, c'était Christine Ockrent et PPDA, les présentateurs de télé. Et puis Christine Ockrent, elle a explosé en vol. Et PPDA, il est toujours là. Hein. Mm-hmm. Oui, PPDA, c'était le plus représentatif de cette télé d'info
qui a pas l'air de vouloir de mal à personne, mais qui arrête pas de balancer que des choses pour faire peur aux gens, quoi. Voilà. Et c'est alors lui, avec sa tête un peu angélique, avec son phrasé mien comme ça, c'était parfait, quoi. Oui, ça a pas l'air d'avoir changé, vu que le Non. vrai PPD est parti et la marionnette est encore là, quoi. Ouais, mais en gros, elle synthétise toute cette espèce de statut statut UE du journalisme télévisé grand public, c'est-à-dire les grandes chaînes d'information. C'était quelque chose que vous vouliez critiquer dès le début, ou c'était juste un support pour vous pour faire des sketchs ou est-ce que vous aviez un... Il n'y a jamais eu, y compris chez les nuls, et après, il n'y a jamais eu d'esprit critique parti pris, enfin du temps où j'y étais. C'était un chantier, c'est vraiment quelque chose encore qui n'existait pas, à part en Angleterre, voilà. Mais en France, cette façon de faire les marionnettes et de présenter l'info à travers des marionnettes, ou de présenter des célébrités par rapport à des marionnettes, il y avait le bébé de show, donc c'était des crack, les imitations qu'on connaît, qui sont totalement passées de mode et désuètes aujourd'hui, donc il fallait donner du fond à tout ça. Pas forcément que de la critique, c'est plutôt de la moquerie, du décalage. C'est devenu beaucoup comme ça. Après, c'est devenu très politique, évidemment. Alors, c'est quasiment plus que politique. Mais au départ, c'était pas ça l'idée de base. Il y avait des politiques, mais c'était plutôt une parodie de la société et de la société, enfin des people, y compris politiques, parce qu'on peut les inclure dans les people, les politiques de la société. Et puis c'est devenu petit à petit, parce qu'il faut bien changer, il faut s'adapter, voilà quoi, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, ça marche toujours. Hein. Complètement. Est-ce que vous avez eu des problèmes la première année? Comment est-ce que ça a été reçu Ça a été, on a été assez étonnés parce que malgré toutes les erreurs, parce qu'on ne pouvait s'apercevoir des erreurs d'écriture ou de concept que 2 mois après l'écriture, donc pour les rattraper, ah merde, on a fait ça va pas, il fallait encore 2 mois. Donc malgré toutes ces erreurs, ces fautes de mauvais goût, parfois, d'erreurs ou de non-drôlerie, ce qui pouvait arriver, parce qu'il y a intermédiaire à chaque fois, hein, c'est que l'écriture, il y a 2 manipulateurs, il y a les imitateurs, ça fait 3 personnes qui font le même rôle, quoi. C'est plus compliqué que de filer un texte à Chabat qui va faire de toute façon être bon avec, et s'il fait une connerie, il se rattrape tout de suite. Là, non. Donc ça, c'était un énorme problème. Et puis... les soucis qu'on a pu avoir, c'était la première année, en dehors de ce problème majeur, c'est quand c'est sorti, on a eu des menaces, pas des menaces, mais des procès, 6 menaces de procès ou de très forts embêtements, par exemple avec Françoise Sagan, parce que qui est adorable, que j'admirais, mais que j'avais eu l'idée de lui faire une rubrique où elle parle comme ça, enfin elle parlait plutôt. Et donc j'ai eu l'idée de la sous-titrer. Quand elle parlait, elle était interviewée, elle avait une rubrique intelligente et simplement elle était sous-titrée. Ça lui a pas plu du tout. Elle nous l'a fait savoir par André Rousselet, qui était le PDG de Canal, en disant quand même, je trouve que ça diminue, ça entache un peu mon image. Et je suis encore en état de séduire et ça me dérange un peu. Donc elle a eu cette coquetterie-là qu'on a respectée et on a accepté cette remarque-là. Est-ce que les politiques vous sont tombés dessus directement? Non, parce que des politiques, il n'y en avait quasiment pas. Il y avait Le Pen, c'est tout ce qu'il y avait. On doit avoir Le Pen parce qu'il représentait le méchant d'un Guignol, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, on sait tous, sinon c'était plutôt sympa. Il y avait il y avait Anne Sinclair, il y avait... Non, c'était pas...
C'était pas politique, en fait. C'est quelque chose qui vous est arrivé pour les nuls aussi, d'avoir des gens qui vous assignaient des procès ou qui râlaient sur des sketchs ou ce genre de choses, ou est-ce que c'était... Oui. Pour les nuls, c'est le plus rigolo. Il y en a deux. Enfin bon, c'est Florent Pagny qui s'était énervé très fort qu'on l'appelle Monsieur Paradis, parce qu'il était avec Vanessa Paradis à l'époque. Donc là, c'est sûr qu'on a fini par être un peu lourd, mais bon, comme il était aussi de son côté dans son métier à ce moment-là, bon, voilà, il était pas content. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo comme ça? Il y a Francis Lalanne, qui est venu, qui a menacé de tabasser tout le monde avec une batte de baseball, et puis finalement, ça s'est bien passé parce que une fois on s'était jamais rencontrés, il était jamais venu nous voir, on l'avait jamais, voilà, donc une fois qu'on s'est expliqué, voilà, ça s'est réglé comme ça, aimablement. Et Johnny, alors ça je crois que c'est le pompon, c'est Johnny, j'avais trouvé que c'était rigolo qu'ils disent à que au début. Donc on y a été, ça y est toujours d'ailleurs, quand il apparaît, c'est à que ceci, à que cela. Et c'est une période où il était pas très... il était dans le trou un peu professionnellement. Donc ça lui a redonné l'émission, où, à force de... Parce qu'on n'arrêtait pas c'était super drôle, quoi. Donc ça a marché un peu pour lui. Je dis pas que c'est grâce à nous, mais disons que ça l'a remis un peu machin. Mais il connaissait Maryse et Gildas. Maryse était à la radio et c'est la femme de Philippe Gildas. C'est la femme de Philippe Gildas. Il leur avait dit ouais, mais quand même ils exagèrent. Et Philippe lui avait demandé mais qu'est-ce qui te dérange? Il dit ils m'ont fait le nez trop long. C'était même pas sur la caricature du personnage. Non, en tout cas, c'est ce qu'il a répondu. Non, je pense pas. On m'a fait le nez trop long. J'ai dit, il dit, bah écoute, non, j'étais pas là, mais c'est Philippe qui me l'a raconté après, parce qu'on avait besoin de... Donc, il a dit, il a le nez trop long. Alors, j'étais sur le cul d'entendre ça. Dit, bon, on va lui couper. Donc, invitation de Johnny à nulle part ailleurs. La marionnette de Johnny à côté, Lecoq, Yves Lecoq derrière, qui fait les voix, qui faisait la voix de PPD et de Johnny, et une énorme paire de ciseaux. Et on est bon, voilà, on va régler le problème, dit Gildas en gros. Vous trouvez que votre marionnette a un nez trop long, voilà une paire de ciseaux, allez-y. Et il a coupé le nez de la marionnette. Donc en direct, les marionnettistes ont tellement fait la marionnette qui est incroyablement surprise et attristée qu'on lui ait fait ça, pas du tout de douleur, genre ah j'ai mal au nez, tout ça, non, que ça a été, il savait plus comment se tenir Johnny, tellement c'était merde. Parce que Gildas n'avait pas prévenu les marionnettistes. Si, tout à fait. Tout le monde était prévenu. C'était bon, on n'a pas répété parce que Johnny est arrivé, mais quand il a coupé le nez de la marionnette, elle a fait, mais elle s'est touché le nez, elle a fait comme s'il était absolument effondré. Ah oui, c'est d'accord. Les marionnettistes étaient dedans. C'était pas juste une exposition. Non. Elle parlait. Ils ont conversé avec Johnny et tout ça. Et quand il a coupé le nez, les marionnettistes dans la marionnette, ils ont fait. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Elle a regardé le public presque en pleurant, la marionnette, en faisant... Bref, il a quand même coupé le nez de sa marionnette, mais ça c'était... Et comment est-ce qu'il a réagi quand la marionnette s'est palpée il était embarrassé, quoi. Là, Gildas a rattrapé l'affaire, parce que c'était un monsieur loyal extraordinaire. Il y a aussi, pour les nuls, quelque chose qui était très drôle, c'est... Attends, il faut que je me rappelle le nom du mec... Bon, ça me revient pas, tant pis. Qui voulait absolument faire l'émission, et qui insistait, un journaliste, présentateur de télé, sur la 2, qui ne travaille plus maintenant.
Bref, il voulait absolument avoir sa marionnette. Parce qu'il y a plein de gens qui demandaient à avoir leur marionnette. Hein. C'est vrai ? Ah bah carrément. Il y avait des requêtes, des lettres de personnes. Oui. Mais des demandes, puisqu'ils se connaissent un peu tous, donc qui allaient voir les skieurs en disant non, ce serait bien, peut-être si j'avais... Les politiques qui commençaient à faire venir leur attaché de presse pour dire pensez pas que... Tout ça. Et nous, moi ça me revenait dessus, je disais non, attendez, non, y a pas de raison, quoi. Et donc il y en a un qui assistait tellement, donc on le rencontre avec Alain, et il dit bon d'accord, j'y voulais présenter le JT des marionnettes, le faux JT, quoi, le JT des marionnettes. Je dis bon d'accord, mais il faut qu'il soit en marionnette. Donc on lui a collé 2 oreilles de marionnette, des mains de marionnette, un nez de marionnette. Et il a présenté à la place de PPD un petit peu le journal des arènes des Guignols. Ouais. D'accord. Des arènes encore. Ouais, des arènes encore. Mais c'est super intéressant ça, le fait que des gens demandent d'avoir leur marionnette, parce que souvent on voit dans les Guignols des politiques aujourd'hui, en tout cas s'offusquer, c'était plus vrai il y a 10-20 ans, des gens qui s'offusquaient du traitement qu'on leur faisait dans les Guignols. Ouais. Et en fait, à l'époque, c'était déjà, dès le début, un moyen d'être vu. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Qui est-ce qui a demandé ces marionnettes en toute indiscrétion, par exemple ? Je ne sais plus, j'ai oublié. Non, mais c'était surtout des gens qui étaient connus ou des gens qui étaient en mal de reconnaissance ? Non, des gens connus, des gens connus ou du showbiz ou de la politique qui pensaient, ou en tout cas leur service de com', pensaient que ça serait bien, leur attaché de presse pensait que ce serait bien qu'ils aient leur marionnette, parce que avoir sa marionnette, ça a démarré au bout d'un an. On a eu d'entrée le même nombre de téléspectateurs que les nuls, que le JTN, et ça a augmenté régulièrement. Donc c'était devenu déjà les nuls, et la suite a fonctionné tellement aussi que les gens, comme ils ont vu que c'était des figurines qui représentaient des célébrités, ah bon, donc, en gros, dans l'idée, parce qu'ils ont à ce niveau-là un pois chiche dans la tête, c'est ah bon, alors lui, il est au Guignol, donc il est plus connu que moi. Ah d'accord, donc c'était complètement... C'est à ce niveau-là, hein, la démarche de ces gens-là. Ils peuvent devenir très, très bêtes. Parce qu'en plus, c'était quand même de la caricature, et c'est pas forcément dans la meilleure posture. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, mais ça le but, c'est qu'on parle d'eux. On peut les traîner dans la boue, on peut les encenser, ils s'en foutent du moment qu'on parle d'eux. Ça a été un peu une immunité pour vous, du coup ? Ça vous a conforté dans vos libertés de ton, ou vous en avez profité, ou vous on a continué de faire comme on avait envie de faire, non, c'est devenu plus difficile pour mes successeurs, parce qu'au bout de 2 ans, j'ai arrêté de m'en occuper. J'étais absolument lessivé depuis 4 ans de faire des trucs avec tous les jours. Donc après, j'ai dit bon, moi j'arrête. Je voudrais que ça soit Benoît de Lépine qui reprenne l'affaire. Parce que ça poussait derrière quand même pour reprendre l'affaire. C'est où je m'en vais pas. D'accord. En gros. Non, j'exagère, mais je voulais que ça soit Benoît, parce que Benoît, c'était vraiment le seul vraiment de l'équipe qui ait compris complètement l'esprit. Et moi, j'avais mis 2 ans à mettre ça sur des rails. Fallait continuer, parce que pour que ça marche, une émission, il faut qu'elle soit sur des rails. Et si on commence à bouger les rails et dire oui, ça serait mieux ceci, on va passer par-ci, par-là, ça marche pas, ça marche 1 an, 2 ans et ça s'arrête. Moi, les Guignols, ça fait depuis ce temps-là que ça continue et ça marche. Les minicums, si on n'avait pas une directrice des programmes de France 3 qui venait d'ailleurs, ça continuerait d'être à l'antenne aujourd'hui. Ouais, avec l'arrivée de Canal J. J'ai un très bon souvenir des Guignols, c'est que j'avais, par cet intermédiaire-là, Serge Gainsbourg adorait sa marionnette. Ah ouais ? Ouais.
Et donc il est venu une fois à l'émission et on s'est rencontrés à ce moment-là et on a discuté un bon bout de temps et il adorait sa marionnette. Au point que il avait Lulu déjà, son fils qui était tout petit à l'époque. Il lui disait, si t'es pas sage, Gainsbourg, il va venir te gronder. Et Gainsbourg, c'était la marionnette. Puis il disait, ça c'est Gainsbourg, moi je suis papa, et lui c'est Gainsbourg. Donc j'ai demandé à Alain Duverne, écoute, voilà, Serge, il adore sa marionnette, moi je voudrais qu'on lui fasse un cadeau, on lui offre sa marionnette. Bon, ça coûtait très cher quand même. C'est je m'en fous. Une marionnette, aujourd'hui, je sais pas, hein, mais à l'époque, c'était je sais pas, l'équivalent de 4 000 €, avec le costard, tout le maquillage, la fabrication, tout. Donc c'est cher. C'était cher. Et on lui a offert sa marionnette, et il l'a mise dans son placard, dans la rue de Verneuil, et il l'ouvrait de temps en temps pour dire à Lulu, tiens, il est là. Et on a gardé des séquelles ou pas? Parce que franchement, quand on est gamin, une marionnette dans un placard qu'on ouvre. Ouais, mais si tu avais vu comment c'était chez Gainsbourg, c'est quand tu vis, tu nais là-dedans, t'as pas peur. Si t'as un môme qui vient de l'extérieur, qui a été élevé comme autrement, et que tu fous chez Gainsbourg et que tu ouvres le placard et tu lui fais peur, il va tomber raide par terre. Mais c'est le fils, c'est son fils. Ils ont une façon de vivre, un humour entre eux, super drôle. Donc, ça va quoi. Il y a du recul, y compris chez les mômes. Ils sont comme ils sont élevés quoi. Donc ça va. Et, non, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et il est venu. Il est revenu. Donc j'avais fait comme il aimait ça. Et qu'il avait bien aimé ce que j'avais fait avec lui, pour le lancement de son Zénith, mon Zénith à moi, je crois que ça s'appelait, il m'avait demandé d'écrire les sketchs de promo avec sa marionnette. D'accord. Donc j'ai écrit il y avait 12 ou 13 chansons, j'ai pris un petit sketch à chaque fois, avec sa marionnette. Et ça, c'était un gros délire aussi. Son directeur artistique chez Polygram ne voulait pas, parce que il y avait, pour une chanson, il arrivait avec un cabas plein de bouteilles vides devant un container où on jette les bouteilles. Ouais. Et c'était sur les intros des chansons, ça. D'accord. Donc il jetait les bouteilles, on entendait les bruits de bouteilles, puis à un moment donné, on entendait un cri de môme. Et il disait, oh merde, lui, enfin bon. D'accord. Donc c'est Gainsbourg mort de rire, oui. Il a validé tous les textes, son directeur artistique, qui était adorable d'ailleurs, mais là il disait non, ça passera pas, mais si, tout à fait quoi. Et ça l'a fait, vous l'avez diffusé finalement? Oui, bien sûr, c'était de la promo de l'album. Oui, mais c'est surtout que c'est Serge qui décidait, puis il avait une prudence... une prudence normale pour un directeur artistique, tant que ça n'a pas été présenté à l'artiste. Mais quand moi je suis arrivé avec les textes, je peux lui montrer quand même. Je lui ai montré, Serge, il dit ouais, bah oui. Enfin, et il est venu une fois chanter, j'avais fait une adaptation, encore c'était l'époque des jeux de mots, donc le légionnaire là, qui avait fait scandale, je sais plus où, dans l'Est, où c'était il sentait bon le chèvre chaud, mon légionnaire, enfin un truc comme ça, chanté en duo, en live, sur le plateau de Canal, Gainsbourg lisant le texte dans le piano avec eux, et Johnny, la marionnette, chantant avec lui en duo, avec Lecoq en régie. Ça, c'est un grand moment aussi. Quoi. Ah, excellent. Il y a eu beaucoup de moments comme ça où les marionnettes envahissaient un peu le monde réel. Sur le plateau, de temps en temps, non, très peu souvent. On ne voulait pas mélanger mais là, bon, il y a des exceptions quand même. Quoi. Qui est-ce qui avait eu l'idée? C'était Gainsbourg ou c'était vous? Non, c'était moi. Pour le duo, là, le piano, ouais. Ça, oui, c'était moi. C'est une façon de le refaire venir aussi sur le plateau, parce qu'il aimait bien venir à nulle part ailleurs. Il pouvait raconter ce qu'il voulait, toutes les conneries qu'il voulait, donc il adorait ça. Quoi. Pour les Guignols aussi, j'avais fait un truc rigolo. Alors là, c'était avec Depardieu, parce que on avait la marionnette de Gérard Depardieu. Et il sortait le film Cyrano, oui, à l'époque. Donc j'avais fait pour le jour de l'an à Canal une spéciale Guignol où j'avais écrit des sketchs, dont une parodie de la tirade
nez. Ouais, c'est un rock. Un cadre d'une péninsule. Ouais. J'avais dû faire la tirade des beats, enfin un truc aussi con que ça, enfin je sais plus. La scène du balcon, enfin bref. Et Klethman et le réalisateur avaient regardé ça, ils avaient trouvé ça super, donc ils avaient téléphoné à Canal, qu'est-ce qu'il écrit ça, machin. Donc me voilà à la prod qui allait sortir le film. Il faudrait, pour Canal, il faudrait faire, ça serait bien de faire des sketchs sur Cyrano, de les repasser, mais dans le cadre de la sortie du film. Je suis bon, d'accord. En plus, c'est une pièce que j'adore, voilà, et puis j'aime bien écrire des conneries comme ça. Donc, je fais 3 scènes de ça, et simplement, ils me disent, faut les montrer à Gérard pour qu'il soit d'accord. Gérard, je l'avais rencontré du temps du Café de la Gare, parce qu'il avait été remplaçant au Café de la Gare. Tout ça, je le connaissais depuis cette époque-là, je l'avais pas revu depuis, mais enfin, on s'était croisés. Bon. Et il voit les textes, il dit il était en train de faire la pause synchro au studio ECF. Ouais, ben c'est drôle, ouais. Bon, d'accord, ouais. Parce qu'il aimait pas sa marionnette, il trouvait pas ça drôle. Ah, ok. C'est drôle, ouais, c'est drôle. Mais il y a une condition, je veux que ce soit moi qui fasse la voix. Je veux que ce soit moi qui fasse la voix. Ah ouais. Alors je dis, bah écoute, ouais, pas de problème. Il n'avait pas sa voix des marionnettes. Ah, c'était la voix. Oui, il n'avait pas, il trouvait que la voix était pas bonne. Donc du coup, il s'est prêté au jeu. Eh ben oui, c'est lui qui a fait les 3 sketchs. Les 3 sketchs, c'était, ça c'est des moments magiques comme ça, donc c'est. Il y en a d'autres qui ont essayé qui ont proposé ce genre de choses ou... Non. Non, il y a eu des gens qui sont passés pour dire que ça leur plaisait pas. Il y a De Chavannes qui disait ouais, j'aime pas ma voix, puis il est reparti. Il a ouvert la porte d'où on écrivait. C'est vous les guignols là? Ouais, j'aime pas ma voix. Clac. C'est des réactions curieuses, pas agressives, toi, mais. Vous n'avez même pas laissé le temps de négocier. Non. Bon, voilà. Et donc vous êtes parti au bout de 2 ans parce que vous étiez crevé. En grande partie, oui. Puis on tournait un peu en boucle. Moi, j'avais fait le boulot que j'avais à faire, c'était trouver le concept, mettre l'affaire sur les rails, trouver les méthodes pour que ça tourne bien, passer de l'enregistrement au direct, huiler tout le démarrage. Voilà quoi. Puis on avait changé d'auteur, il y en a 2 qui étaient repartis, Moustique et Pelle étaient repartis bosser avec les nuls. Il a fallu en trouver 2 autres pour remplacer machin. Donc il y a eu Jean-Marie Gouriot et Rollin. François Rollin. Ouais, François Rollin. Et ça a commencé à. C'est il y a des auteurs, à part les équipes qui peuvent se former au feeling sur le projet. Parce qu'ils aiment le projet, il y a énormément d'ego, donc là c'était une espèce de problème supplémentaire à gérer, c'est les égos des uns et des autres. Alors ça c'était trop, c'est un boulot que je sais pas faire. Et il y a des gens qui sont tout à fait bien débrouillés, donc ils sont restés 1 an. Alors derrière ça j'ai arrêté effectivement parce que j'étais crevé d'être 2 ans de marionnettes plus 2-3 ans en tout de nul, des quotidiennes pendant 5 ans, même si j'avais la forme. C'était toujours un peu le même principe. C'est-à-dire l'actu, faire des blagues sur l'actu, bon voilà quoi, au bout de 5 ans. Et donc qu'est-ce que vous avez fait juste après? J'ai pris des vacances. J'ai pris 6 mois de vacances, à rien faire, à dormir. Ça doit faire du bien après 5 heures de ma famille, que j'ai enfin m'occuper de ma famille. Ah oui, ça fait un bien fou, oui. Ça fait un bien fou. Et puis j'ai repris tout doucement. On me dit, ouais, c'est marrant, on ne demande plus rien, on m'appelle pas, ça. Je me suis dit, mais c'est qui les gens doivent croire que je suis encore en plein de bourre. Donc j'ai passé 2-3 coups de fil, 2-3 fax, c'était à l'époque du fax, il n'y avait pas encore internet, tout ça. Et
Et puis je m'y suis remis. Le premier truc que j'ai refait, c'est adapter, sous-titrer en français les Monty Python pour Canal Jimmy, les Flying Circus, là. Une trentaine d'épisodes, enfin une série des Monty Python. Et puis parallèlement, juste après, on m'a proposé de mettre sur le projet des minicums pour monter l'affaire, parce que ça merdouillait. Et voilà, j'ai atterri dans les minicums parce que j'avais fait les Guignols parce que j'avais fait le Nulle part ailleurs parce que j'avais fait le Café de la Gare. Enfin, c'est que disons, entre guillemets, des opportunités, des hasards qui font que, ah oui, ça peut être rigolo, allez hop, on essaye. On s'arrête là pour la première partie avec Arnold Boiseau, on fait un petit break avant la deuxième partie entièrement ou presque consacrée à la naissance des minicums. Pour ne rien rater, évidemment, un seul lien, l'original.net, la page Facebook, l'original Rancard. Donc très vite pour la suite et la fin, plein d'amour sur vous tous. Ciao.